Il est 8h33 sur BFM TV RMC. Bonjour, Geoffroy Roux de Bézieux. Bonjour. Président du MEDEF, je le disais, pour encore quelques jours. Merci d'être dans ce studio ce matin. On va parler de réindustrialisation, de salaire, d'immigration, de l'emploi des saisonniers. Cette saison, c'est l'occasion de le dire, à quelques jours de l'été. Mais d'abord, je voulais vous interroger sur ces actions qui se multiplient en France avec un rassemblement prévu demain, interdit mais toujours annoncé contre la ligne de TGV Lyon-Turin. Le week-end dernier, près de Nantes, ce sont des plants de salade expérimentales qui utilisaient moins d'eau et moins de pesticides qui ont été détruits. Et en début de semaine, on apprenait que le projet d'île artificielle dans les Alpes-Maritimes, qui devait employer 100 personnes, a été abandonné sous la pression de groupes écologistes. Est-ce que, pour vous, ces actions sont au fond légitimes ou est-ce que vous dites, attention, ça va commencer à poser un problème pour l'économie ? C'est pas tellement que ça pose un problème pour l'économie, ça pose un problème pour la planète. Ce projet Lyon-Turin, c'est 1 million de tonnes de CO2 économisées. Aujourd'hui, on prend la route avec des millions de camions qui transitent entre Lyon et Turin, Turin et Lyon, et puis globalement Rhône-Alpes et le Piémont. Demain, si ce tunnel voit le jour, et quand ce tunnel verra le jour, on passe par le ferroviaire, et donc des économies pour la planète, enfin pas des économies de CO2. Et donc là, on est face à la contradiction absolue des militants écologistes extrémistes, c'est-à-dire qu'ils veulent soi-disant sauver la planète, mais comme ils veulent pas se donner les moyens, on sauvera pas la planète en faisant de la décroissance. Alors, évidemment, il y a toujours la solution d'arrêter tout, d'arrêter l'économie, de décroître. Mais ça, la très grande majorité de nos concitoyens n'en veulent pas. Je vous pose la question parce qu'il y a quelques semaines, des militants s'étaient invités à l'Assemblée Générale de Total Énergie et Elisabeth Borne, la Première ministre, avait dit que finalement, ces militants du climat étaient dans leur rôle d'alerter. Ce ne sont pas des lanceurs d'alerte pour vous ? Mais en fait, il ne s'agit pas d'un lanceur d'alerte, il s'agit de bloquer un projet. Est-ce que ce projet est meilleur pour la planète que ce qui existe aujourd'hui ? C'est ça le débat. Le reste, il ait le droit de manifester, moi je connais pas les détails d'interdire ou de laisser la manifestation, je veux dire, c'est au ministère de l'Intérieur de décider. Mais le fond du débat qu'on doit avoir, c'est est-ce qu'on veut continuer à vivre, à voyager, à produire en faisant moins de CO2 ? C'est la solution du Lyon-Turin et plein d'autres projets. Ou est-ce que on bloque tout, auquel cas, non seulement d'ailleurs on sauvera pas la planète parce qu'on n'aura pas ces outils-là, mais il faut pas se tromper, les autres vont continuer, la Chine va continuer à croître, l'Inde va continuer à croître. Mais je vous pose quand même la question, est-ce que ça vous inquiète pour l'économie française ? Oui, alors pas, si vous voulez, en termes de PIB, mais pour le futur. Puisque si on ne peut pas transformer nos usines, si on ne peut pas transformer nos outils de production, il n'y en aura pas de nouvelles, elles vont partir petit à petit. Et en plus, celles qui vont continuer vont rester sur d'anciennes technologies très émettrices de CO2. Comment on finance cette transition écologique ? Ça va créer des emplois, mais ça va coûter cher. Ça va coûter cher. Moi, je dis souvent, dans 95% des cas, produire plus vert, c'est produire plus cher. Sinon, on l'aurait déjà fait. S'habituer à ce que ça coûte plus cher à l'avenir. Oui, parce que, tout simplement, c'est simple à comprendre. Un chef d'entreprise, un directeur d'usine, il cherche toujours le moindre coût. Donc, si on avait le moyen de décarboner en faisant moins cher, il y a longtemps qu'on l'aurait fait. Or, les techniques existent. Dans beaucoup de cas, l'acier vert, ça existe. Ou l'acier plus vert. Le ciment peut réduire son émission de CO2 plus de 40%. Mais ça coûte plus cher. Et toute la question, c'est comment le passer dans la chaîne de valeur. Nous, on avait fait une étude, à peu près 40 milliards d'euros par an d'investissement pour les entreprises françaises. Le rapport Pisani-Ferry dit 66 parce que ça intègre l'agriculture, un certain nombre d'autres choses. On est dans cette ordre de grandeur, c'est beaucoup d'argent. Il dit ISF vert et mettre à contribution les entreprises. C'est un mot tabou. Impôt, taxe, faut pas demander d'efforts aux entreprises. D'abord, mettre à contribution les entreprises, pardon, mais c'est une tautologie de Pisani-Ferry. Mais parce que c'est elles qui vont investir. Je veux dire, c'est pas, pardon, mais c'est pas le gouvernement, c'est pas les écolos, c'est pas les ONG qui vont transformer l'usine de Dunkerque. Vous dites c'est nous. De toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, j'allais dire, qu'on soit, je pousse le raisonnement, qu'on soit climato-sceptique ou pas, on n'a pas le choix, ne serait-ce que parce que maintenant les banques, les fonds d'investissement, les actionnaires ne vont plus financer des investissements qui ne sont pas verts. Donc c'est nous. Quant à l'ISF vert, d'abord, on parle, dans le rapport Pisani-Ferry, de quelques milliards d'euros, alors qu'il faut 66 milliards d'euros par an. Donc c'est totalement symbolique. On est dans ce symbole français de dire l'important c'est pas que je sois heureux, c'est que les autres soient malheureux, on va les taxer. Or, on sait qu'on est le pays qui taxe le plus au monde. Je pense que ce système un peu pavlovien qui est dire un problème, une taxe, il faut arrêter. Geoffroy Roux de Bézieux, le chiffre est tombé hier soir de l'INSEE, croissance attendue de 0,6% cette année. Le mois dernier encore, j'ai le souvenir de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui se félicitait de la solidité de l'économie française.
Vous êtes beaucoup plus pessimiste. Vous dites que la France s'approche de la récession. Qu'est-ce qui vous Je inquiète? suis plus prudent. Vous savez, il y a Pourquoi vous êtes inquiet? En 2020, quand Bruno Le Maire ou d'autres d'ailleurs disaient le million de chômeurs, le mur des faillites, j'ai été le premier, au début le seul, à dire non, ça va repartir beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que moi, je suis microéconomiste. Si je parlais des patrons toute la journée. Ouais. Je fais pas de prévision scientifique. Et aujourd'hui, les gens à qui je parle sont beaucoup plus inquiets, Pour quelle voire un raison? ralentissement. Alors, un mélange de raisons. Il y a l'inflation qui persiste, ralentit, mais qui persiste. Très grosse difficulté de recrutement. Or, quelqu'un qu'on recrute pas, bah évidemment, c'est de la croissance en moins. Un restaurant qui ferme un jour par semaine ou 2 soirs par semaine, c'est de la croissance en moins. Donc, je dis pas qu'on va rentrer en récession, mais je dis que les signaux qu'on a du terrain, des chefs d'entreprise, de PME, me font penser que il y a des signes d'inquiétude. Alors même que ça va mieux que nos voisins, par exemple. Alors, ça va moins mal. Et on peut s'en La réjouir. zone euro rentre en récession, pas la France. Voilà. Non, mais c'est là où Bruno Le Maire a raison. C'est-à-dire que... C'est grâce aux actions, notamment du gouvernement. C'est grâce à 7 ans, 6 ans de réformes, de compétitivité. C'est grâce à la baisse des impôts dont on Vous parlait mettez au tout à crédit l'heure. d'Emmanuel Macron. Oui, que je mets au crédit du gouvernement. Oui, il y a eu une politique pro-business, je crois qu'il faut l'assumer. Mais le résultat, il est double. C'est d'abord, il y a le chômage qui est au plus bas depuis 40 ans. C'est des Français qui travaillent. Et l'autre résultat, c'est qu'on ralentit, mais on ralentit moins fort que les autres, et notamment que l'Allemagne. Et vous demandez plus de preuves d'amour. Vous dites il y a eu une politique pro-business. Vous attendez quoi de plus, par exemple? Alors, Effacer déjà, l'ardoise des prêts garantis par l'État? Surtout pas. Surtout pas. Non, un prêt, ça se rembourse. Un prêt, ça se rembourse. Sinon, c'est la fin de l'économie, c'est la fin des prêts. Non, d'abord, constance dans la politique. C'est-à-dire pas de signaux négatifs. Parler de l'ISF Pas vert. d'augmentation d'impôts, de ce que je comprends. Bien sûr, si pendant 6 ans, on a baissé les impôts pour les mettre à la moyenne européenne, pour partie, parce qu'il reste des impôts qui sont plus élevés, tout signal contradictoire donnerait... Vous savez, l'économie, c'est la confiance. Avant des preuves d'amour, c'est le signal qu'on est pour les entreprises. Après, il faudra continuer à baisser les impôts de production, mais on a une autre contrainte, c'est les dépenses publiques, qui ne vous a pas échappé. On a un petit problème de dette. Standard & Poor's nous a pas dégradé, mais c'est pas passé loin. Vous évoquiez les difficultés de recrutement il y a quelques instants. Est-ce que vous les mettez sur le compte des salaires trop faibles? On entend les syndicats dire, voilà, avec le patronat, on peut discuter de tout, des primes, de l'intéressement, de la pénibilité, des seniors. On ne peut pas discuter de salaire. Non, alors, on ne peut pas discuter de salaire au niveau national, tout simplement parce que moi, j'ai pas un bouton rouge ou vert ou bleu ou tout ce que vous voulez pour dire à toutes les entreprises d'augmenter les salaires. Tout ce que vous faites avec les syndicats actuellement sur tous les autres sujets, ça ne peut pas exister sur les salaires. Mais non, parce que on n'a pas de système, on n'a plus de système qu'en 1968 pour dire, à part le SMIC, mais c'est l'État qui le fait, pour dire j'augmente tous les salaires. Par contre, dans les entreprises, les salaires ont augmenté. Je vous donne le chiffre, c'est pas moi, c'est un chiffre de l'URSSAF, 5,8%. Ce qu'on appelle le salaire moyen par tête, l'inflation est à 5,9. Donc, on a quasiment matché l'inflation. Alors, évidemment, c'est une moyenne. C'est pour nos auditeurs et nos téléspectateurs. Dans le privé, je précise pour nos auditeurs et téléspectateurs. La fonction publique, c'est pas moi. Je veux bien prendre toutes les responsabilités, mais là, j'y peux rien. Mais la vérité m'oblige à dire que 5,8, c'est une moyenne, et que vous avez des secteurs, notamment des grandes entreprises, qui ont fait des augmentations plus significatives. On se souvient de Total, je crois que c'est 7%. Des PME qui souffrent. Parfois, les PME ne peuvent pas augmenter leur prix. Par exemple, les PME du nettoyage ou des services, elles ont des contrats sur plusieurs années et qui ont été moins généreuses. Donc, c'est une moyenne. De vos inquiétudes pour les mois à venir, il ne faut pas s'attendre à des hausses aussi spectaculaires dans les mois à venir. Alors, qu'est-ce qui va se passer à l'avenir? Je vais vous dire, je suis prudent parce que vous m'auriez demandé il y a 3 ans, est-ce que l'inflation va remonter comme ça? Je vous aurais dit non. Donc, vous voyez, mais on voit une inflation qui décélère légèrement. On peut imaginer que les salaires vont s'adapter. Non, alors l'inflation qui décélère, vous dites, les salariés vont moins venir nous voir pour... Oui et non, parce que le marché du travail, ça a été dit par quelqu'un ce matin dans la matinale, c'est complètement inversé en faveur des demandeurs d'emploi, en faveur des salariés. Et donc, on est pris entre les marges, garder les marges, la capacité d'augmenter les prix, et puis la nécessité de recruter. Il y a beaucoup de postes en feu. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui, je ne vois pas un patron qui n'a pas un problème de recrutement. Et c'est pas juste, vous voyez, les cadres informatiques dans les grandes villes. C'est des chauffeurs routiers, c'est dans les restaurants, etc. Et c'est aussi un rapport au travail. Geoffroy Roux de Bézieux, à la sortie des débats sur les retraites, Emmanuel Macron vous a demandé de vous mettre d'accord avec les syndicats sur un nouveau pacte de la vie au travail. Comment mieux vivre de son travail? Comment mieux vivre au travail? On est malheureux aujourd'hui en entreprise? Non. C'est pas moi qui le dis, c'est la CFDT.
Elle a fait une grande enquête, alors celle de l'année dernière, je crois. Les gens sont à la fois fiers et heureux au travail. Maintenant, Et évidemment... pourtant, ils disent on ne veut pas travailler 2 ans de plus. On voit une explosion des Je pense arrêts de travail, notamment pour burn-out. Alors attendez, C'est chez il y a vous que ça se beaucoup de passe. questions et beaucoup de sujets dans la question. Globalement, les Français sont heureux au travail, avec évidemment des exceptions comme partout. Après, est-ce qu'il y a un rapport au travail qui a changé? D'abord, je pense qu'il y a une chose qu'il faut qu'on dise. Il y a beaucoup plus de Français qui travaillent après la pandémie qu'avant. Il y en a 1,3 million. Donc on ne peut pas dire les Français veulent plus travailler. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on voit une explosion des arrêts de travail courte durée. Ça vous remonte? Oui, plus À la tête 30%. Et il faut dire les choses, c'est des arrêts de travail qui explosent, notamment le lundi et le vendredi. C'est-à-dire? Écoutez, je vais dire les choses en français dans le texte. Quand Des vous arrêts dites de le vendredi, travail. lundi, vous dites Oui, des arrêts de travail de complaisance. Parce que les conditions de travail soient parfois pas parfaites, moi je l'entends. Mais elles n'ont pas évolué en 3 ans. il n'y a aucune part de l'entreprise dans l'explosion des burn-out. C'est pas une problématique managériale ou des patrons. Vous me parlez d'explosion des burn-out. Il n'y a aucune statistique qui parle d'explosion des burn-out. Il y a une explosion des arrêts de travail. C'est pas la même chose. Écoutez, nous, la seule chose qu'on a, c'est les arrêts de travail qui ont augmenté de 30%. C'est le seul chiffre que j'ai, avec une forte proportion des courtes durées, donc 1, 2, 3 jours. Donc, il y a des vrais arrêts de travail, et puis il y a aussi des arrêts de travail de complaisance. Donc là, il faut travailler ensemble, parce que c'est une perte pour la collectivité, parce qu'à la fin, il y a quelqu'un qui le paye. On va y venir sur les arrêts de travail, dites-vous, de complaisance. Sur les burn-out tout de même, plus 8% en 2022. Est-ce qu'il y a une part dans le rapport des chefs d'entreprise à leurs salariés? Est-ce que vous dites il y a quelque chose qui s'est distendu peut-être avec la pandémie? Il y a quelque chose qu'il faut qu'on retravaille pour faire en sorte que nos salariés soient encore plus heureux. Allez, je ne vais pas dire malheureux, je vais dire encore plus heureux. Non, mais d'abord, c'est la responsabilité des chefs d'entreprise, globalement. Oui. Ça, c'est sûr. Que sur une longue période, le burn-out, qui n'est pas un phénomène uniquement dû au travail, puisque c'est toujours multifactoriel, ça peut être des problèmes personnels à la maison, etc., etc. On doit le traiter, oui. Mais je ne veux pas laisser dire que globalement tous les Français sont malheureux au travail. Il y a tellement de cas particuliers que je pense qu'on ne peut pas généraliser. Et c'est une chose distincte du point précis des arrêts de travail de courte durée. Je reviens sur la question des rémunérations. Geoffroy Roux de Bézieux, 75 000 postes de saisonniers, toujours vacants à quelques jours de la saison estivale. Est-ce que c'est à cause de ce manque de main-d'œuvre que vous appelez à régulariser les sans-papiers qui travaillent dans ces secteurs en tension? Alors, je n'ai pas appelé à régulariser. Là aussi, vous dites qu'il faut un cadre plus clair pour pouvoir recruter plus de travailleurs étrangers. Alors, je dis non, voilà, je dis 2 choses. Je dis la première chose, c'est qu'aujourd'hui, pour quelqu'un qui travaille, alors, non pas sans papier, mais avec des papiers qui sont des faux papiers en réalité. Parce que travailler sans papier, c'est illégal et c'est condamnable. On ne peut pas employer quelqu'un sans papier. C'est de l'esclavagisme. Mais il y a des gens qui viennent avec des papiers. Le chef d'entreprise n'a pas les moyens techniques de vérifier s'ils sont vrais ou pas. On n'est pas la police, quoi, si vous voulez. Or, aujourd'hui, c'est une circulaire, qui s'appelle la circulaire Valls, du nom du Premier ministre, et qui est exploitée département par département avec des critères différents. Donc, pour les métiers en tension. Non, pour tout d'ailleurs. La circulaire Valls, elle fixe par secteur. Vous avez dans un restaurateur quelqu'un qui travaille depuis 1 an. Vous découvrez que finalement il n'est pas légal. Vous allez voir la préfecture et là on vous dit oui, on vous dit non. On ne sait pas exactement. Vous n'avez vraiment aucun moyen de vérifier en amont si les papiers sont vrais ou pas. Mais non, mais je vais même vous dire que c'est pire que ça. Vous envoyez le nom de la personne à la DSN, enfin un outil informatique. On ne vous répond pas de savoir si la personne a le droit de travailler ou pas. Donc un chef d'entreprise n'a aucun moyen, sauf si le faux est grossier. Avec du bon sens, si vous voulez. Mais un chef d'entreprise n'a aucun moyen. C'est pas un policier et il n'y a pas de système de fichiers. Qu'est-ce que vous demandez à l'État ? Pour revenir sur les quotas, là, vous m'avez parlé de 2 choses différentes. Pardon, je voudrais juste répondre. On est, nous, intéressés par avoir des travailleurs, mais ça n'est pas au patronat de décider de la politique migratoire du pays. C'est au Parlement. Et pour revenir, je veux tout de même revenir sur ce que vous disiez juste auparavant sur les salariés avec des faux papiers dont vous n'avez aucun moyen de vérifier en réalité l'identité. Qu'est-ce que vous demandez à l'État ? Un cadre plus clair, ça veut dire quoi ? Un cadre plus clair, c'est que la circulaire Valls soit appliquée par les préfectures de la même manière dans tous les départements. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. En fait. Alors on nous répond, mais on ne nous répond pas avec les mêmes délais, pas avec les mêmes critères. Dans le plan saisonnier, j'y reviens, lancé par le gouvernement, il y a la création d'une plateforme. On évoque les métiers en tension, on évoque la question des salaires, du rapport au travail. Il y a aussi la question tout simplement du logement pour ces saisonniers. C'est aujourd'hui un frein à l'emploi et je vous propose d'écouter Théo, qui est saisonnier depuis 2 ans, qui habite à Nantes. Quand je pars en saison, quand je pars quelqu'un loin de chez moi où j'habite, en fait, il me faut un logement et je ne peux pas combiner la recherche du travail et du logement. C'est pas possible. Donc pour moi, c'était indispensable que mon employeur me fournisse un logement. Je ne peux pas rechercher et mettre peut-être la moitié de mon salaire ou une partie du salaire dans un loyer alors que je viens aider quelqu'un
qui a besoin de saisonniers pour sa saison. Comment on fait pour Le trouver un logement, logement? c'est un problème pour les saisonniers, mais c'est un problème pour tout le monde. Et c'est un problème pour l'emploi. C'est un frein à l'emploi en général. Énorme, énorme. Il y a deux choses qu'il faut savoir. D'abord, la distance, la durée du trajet sur 20 ans augmente pour les Français pour aller travailler. On habite plus loin de son travail. Il aurait demandé d'être plus mobile aussi. Oui, mais c'est pas seulement la mobilité d'un département à l'autre, c'est aussi le fait que le temps perdu, si vous voulez, dans le transport augmente et on construit pas assez de logements. C'est ça la réalité, et pas aux bons endroits. Et donc, il y a le problème des saisonniers qui est exacerbé parce que évidemment il y a un afflux à un moment avec un problème de logement en même temps que les touristes. Mais j'allais dire c'est le haut de la pyramide. Le vrai problème c'est pour tout le monde. Très souvent les jobs qui sont pas pourvus, les refus sont un problème de logement ou de temps de trajet. Et il y a eu des annonces d'Elisabeth Borne dans le cadre mais d'un qui sont très insuffisantes. Ça ne vous a pas convaincu? Non, du tout, du tout. Vous avez vu la réaction des fédérations. Non, il ne s'agit pas de construire. Si vous voulez, on nous dit oui, mais vous voulez juste faire de la construction, c'est pour faire tourner vos entreprises. Non, parce que c'est un problème pour les Français et pour les entreprises. Beaucoup de postes non pourvus, c'est je ne peux pas me loger à côté de l'emploi que je voudrais occuper. Geoffroy Roux de Bézieux, aujourd'hui Emmanuel Macron va recevoir Elon Musk, le propriétaire de Tesla, pour le convaincre d'implanter une usine en France. Est-ce que vous souhaitez voir une usine Tesla en France? Moi, je souhaite voir des usines en France, Tesla et les autres. Il y a tous ceux qui disent que c'est le leader mondial de la voiture électrique. Ça va être une concurrence terrible pour les constructeurs français. Non, il ne faut pas raisonner comme ça. Je veux dire, si on ne veut pas de la concurrence, on met des murs tout autour du pays et on revient au 19e siècle. Donc évidemment, on veut Tesla, on veut les usines. Il y a d'ailleurs un gros afflux d'investissements en France. Mais il faut aussi que les constructeurs français se développent et croissent. Donc, au contraire, ça sera une fierté si Musk, mais d'autres, créent leurs usines, leurs investissements en France. Une semaine de la souveraineté industrielle, technologique, sur les médicaments aussi, portée par Emmanuel Macron. Pour vous, comment vous vivez cette semaine? Vous dites ce sont des effets d'annonce ou vous dites chouette, il y aura des emplois à la clé? D'abord, je me réjouis que le mot souveraineté soit dans le vocabulaire. J'étais le premier en 2018 quand je suis arrivé à parler de souveraineté et à l'époque, ça avait fait lever quelques sourcils, y compris au gouvernement. C'est un mot que vous aimez bien? Oui, c'est pas le protectionnisme. La souveraineté, c'est la capacité d'un pays ou d'un continent, l'Europe, à développer lui-même des technologies. On peut pas être souverain sur tout. On peut pas être souverain, ça sert à rien d'être souverain sur les t-shirts parce qu'il y a des problèmes de coût. Mais il y a un certain nombre de technologies qu'on a besoin de maîtriser. Moi, je viens du monde des télécoms. J'ai vu qu'aujourd'hui, Thierry Breton appelait à bannir, à interdire les fabricants chinois dans le secteur télécom. Oui, c'est important que l'Europe et la France soient souveraines sur un certain nombre de technologies. Et les annonces, pour vous, donc ce ne sont pas que des effets d'annonce? Non, je pense que petit à petit, je ne sais pas ce qu'il va annoncer aujourd'hui, mais petit à petit, les industriels... C'est la décarbonation de l'aviation. Oui, un sujet absolument majeur. Il est important que nos industriels, nos grandes sociétés soient capables dans la technologie, ne soient pas dépendants. C'est le nucléaire dont on peut se réjouir. C'est une décision du général de Gaulle dans les années 60 d'avoir une technologie française. On en tire les bénéfices aujourd'hui. Geoffroy Roux de Bézieux, Laurent Berger passe la main à la CFDT le 21 juin. Vous, au MEDEF, je crois, c'est le 6 juillet. 17 juillet, précisément. 17 juillet. Est-ce que vous avez reçu un carton d'invitation? Vous deviez rencontrer Emmanuel Macron, je crois, tous ensemble, assez prochainement? Pas encore, mais je vais vous dire, c'est le plus important, c'est pas ça, c'est qu'on discute avec les syndicats pour essayer de faire notre agenda commun. Et je pense plus important qu'on soit d'accord avec les syndicats sur ce sur quoi on va discuter dans les prochains mois, y compris nos successeurs, que de se réunir devant les caméras de télévision, pardon pour la télévision. Laurent Berger, il est remplacé par une femme à la CFDT, Philippe Martinez à la CGT par une femme aussi. Est-ce que c'est une femme qui va vous remplacer, vous? Je sais pas, il y a une élection, donc le vote est le 6 juillet. Et puis il y a des rumeurs de remaniement. Vous quittez votre poste, vous nous avez dit le 17 juillet, c'est le bon timing. Non, ça vous intéresse pas la politique? Écoutez, j'ai fait la politique, c'est contribuer à la prospérité de son pays. Je l'ai fait en tant que leader syndical, ça me suffit largement. Vous allez faire quoi après le 17 juillet? Écoutez, je vais prendre des vacances d'abord et ensuite je vais m'occuper de mes affaires. Moi, je suis chef d'entreprise, donc je vais rester chef d'entreprise. Je garderai peut-être un pied dans l'intérêt général sous une façon ou une autre, mais pas au gouvernement. En tout cas, vous ne nous annoncez pas votre entrée au gouvernement, Geoffroy Roux de Bézieux. Merci à vous. Il y a des gens très bien pour ça. D'être venu à ce micro ce matin. Vous êtes le président du MEDEF, donc pour encore un mois. Vous me dites ce matin vos inquiétudes pour la suite de l'économie. Message passé au gouvernement sur le recrutement notamment des travailleurs étrangers. Il faut clarifier le cadre. Merci à vous. Il est 8h52 sur RMC et BFM TV.